Bonjour, ravi de vous retrouver suite à l'atelier coaching sur la préparation mentale qui a eu quelques jours dans le lieu Cabo Green. Alors, Olivier et moi sommes très très heureux d'avoir partagé ce temps d'atelier avec toi et avec tout le groupe. L'objectif de ce module vidéo, c'est de vous permettre de garder une trace sur la plateforme pour que vous puissiez revenir, consulter les items de l'atelier, revisiter, relire les sujets, peut-être revenir écouter quelques explications théoriques qu'on aura rajoutées qui n'auraient pas été entendues, que nous n'aurions pas abordées au cours de l'atelier, puisque dans l'atelier, comme tu l'as vu, on privilégie plutôt les échanges et la mise en pratique et l'expérience. Donc, sur cette plateforme, tu verras, tu vas pouvoir retrouver les différentes vidéos qu'on a vues, celle de Floria Gay, également celle de Zidane. Elles seront un petit peu plus loin sous la plateforme. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Alors, au cours de cet atelier, on a voulu, avec Olivier, redéfinir deux grands items que sont la performance et le stress. Et ensuite, on a fait le choix de faire pratiquer quatre outils: la fixation d'objectifs, le dialogue interne, la respiration et le relâchement. La fixation d'objectifs et le dialogue interne sont plutôt, nous, ce qu'on appelle des outils liés à la partie cognitive. C'est la partie cognitive du cerveau, ça renvoie au mode de fonctionnement du cerveau. C'est que si les objectifs sont bien fixés, si notre dialogue est bon, alors généralement, une grosse partie du boulot est fait. Mais parfois, ça ne suffit pas et parfois, il faut rajouter des outils qui sont liés à ce qu'on appelle au psychosomatique, notamment la respiration, le relâchement. Il existe une troisième catégorie d'outils qu'on n'a pas abordée là, mais qu'on pourra aborder dans d'autres items, qui sont liés à la communication et à la posture, ce qu'on appelle souvent le body language dans le jargon. Alors, on a commencé ensemble par, rappelle-toi, définir en introduction ce qu'était la préparation mentale avec la fameuse vidéo des championnats du monde, des championnats d'Europe à Zurich en 2014 avec le fantastique finish de Floria Gay. On ne va pas revisiter là la vidéo, tu la trouveras un petit peu plus bas sur la plateforme vidéo. Et puis tu verras que dans la plateforme vidéo, on a également mis avec Olivier l'interview de Floria Gay qui revient sur cette fabuleuse course et qui justement nous raconte tout ce à quoi elle a pu penser pendant la course, exactement ce qui s'est fait, ce qui s'est produit d'un point de vue technique, d'un point de vue mécanique, et aussi elle parle sur ce que mentalement il s'est joué à ce moment-là dans sa tête. Alors, c'est quoi la performance ? Bien évidemment, c'est avoir des objectifs, atteindre des résultats. Pour certains, c'est atteindre l'objectif souhaité. Pour d'autres, c'est de pulvériser son objectif. Il y a 1001 approches de la performance et 1001 représentations en fonction de chacun des sportifs et des individus. Nous, ce qu'on aime à dire en préparation mentale, c'est que la performance, finalement, c'est ces quatre briques qui vont s'emboîter les unes les autres. Bien évidemment, pour être performant, il faut d'abord avoir le physique, avoir le physique, être prêt physiquement, et en plus de ça, il y a des éléments liés à la technique, et d'un sport à l'autre, la technique est plus ou moins compliquée, complexe. La technique, parfois, elle se gagne, elle se perd rapidement. Si je prends l'exemple en natation, où très très vite, la technique peut se détériorer si on arrête un petit peu de s'entraîner, et comme dans toutes les pratiques, que ce soit le vélo, le tennis, la course à pied, le trail, le triathlon, bref, notamment sur les efforts de longue durée, on sait qu'avec la fatigue, donc on est avec le physique, parfois, la technique peut parfois se déliter. Donc il y a à la fois avoir le bagage technique, et puis il y a comment entretenir la durée, le fait de ne pas avoir une déperdition technique trop importante. Et tout ça, en effet, ça renvoie à l'entraînement technique, physique, à tous les entraînements qu'on a. Parfois, le tactique, c'est quelque chose qui est rattaché au mental ou qui est dissocié. En tout cas, c'est vrai que dans le mental, on va parler beaucoup de tactique, de plan de course, de plan de compétition. Donc, il y a bien une approche de tactique, c'est comment je vais construire ma course. Est-ce que j'ai un plan de course ou est-ce que je m'adapte en fonction de l'adversaire ? Ce sont des choses qui peuvent se définir avant. En sport co, on prépare souvent un match en fonction de son adversaire, en fonction de son style de jeu, par rapport à une course. Si on fait du TMB, de trail UTMB, ou on fait un trail sur la Côte d'Opale, c'est pas du tout les mêmes trails. D'ailleurs, certains disent que le trail de la Côte d'Opale n'est pas vraiment
un trail, mais ça, c'est un autre débat. Donc, il y avait effectivement, en fonction du dénivelé, en fonction de la météo des intempéries, en fonction de, 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 de la température, on va avoir peut-être des approches tactiques différentes. Et le dernier couvercle, bah, effectivement, c'est le mental. C'est ce qui fait que dans certains moments de la préparation ou dans certains instants clés de la rencontre, de l'échéance, du match, de son épreuve, de sa discipline, on va avoir ce petit plus qu'on va essayer d'aller chercher pour encore optimiser sa performance. Alors, certains comme moi, c'est mon cas, j'ai 50 ans, c'est vrai que je me suis remis au sport très très tard, donc j'ai pas le physique, j'ai pas forcément non plus le bagage technique. Par contre, ben, voilà, moi j'essaie de beaucoup compenser par la tactique et le mental. D'autres, au contraire, ont déjà beaucoup de physique et beaucoup de technique, et c'est vrai que l'optimisation de la performance, ben, ils vont aller chercher ce petit plus par le mental. Bref, chacun va pouvoir trouver chaussure à son pied. Et on a vu que finalement, la performance, c'était effectivement tout ce potentiel qui caractérise le sportif et l'athlète, mais la performance, c'était ce potentiel, moins toutes les interférences qui peuvent exister. Et on s'est interrogé ensemble sur ce qu'était une interférence. Nous avons échangé par rapport à ce que vous percevez d'une interférence, de ce qu'étaient vos disciplines. C'est ce qui nous a fait revisiter, rappelez-vous, cette vidéo de Zinedine Zidane qui malheureusement, avec ce coup de boule, pète un plomb, fait perdre la Coupe du Monde à l'équipe de France et cette interférence de la provocation d'un autre joueur. Rappelez-vous, on a eu le débat, est-ce qu'il aurait pu l'anticiper, est-ce qu'il aurait pu la prévoir, est-ce qu'il aurait pu l'imaginer comme une hypothèse? Parce qu'on peut imaginer que ce jour-là, les Italiens, connaissant le côté sanguin de Zidane, on peut imaginer qu'ils aient mis un plan anti-Zidane avec une personne qui s'appelle Materazzi, qui était tout dessiné pour avoir la capacité à le faire, tant il est connu pour provoquer ses adversaires. Et qu'il y a bien une interférence externe qui est produite par un contexte, une finale, par un élément perturbateur qui vient nous chatouiller, et puis un contexte intérieur, c'est qu'il y a un individu, Zidane, qui est particulièrement sanguin, sous ses airs très très calmes, et qui à tout moment peut disjoncter. Et donc, ceci nous a amené à nous dire, ok, en effet, une interférence, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de l'externe, le public, la météo, un arbitre, un adversaire, un fait de course, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus personnel, lié à l'interne, la gestion de nos émotions, notre capacité à gérer une frustration, à nous adapter face justement à des éléments de course. Donc on voit bien que c'est et l'un et l'autre, et parfois les deux emmêlés, c'est comment j'ai tendance à me comporter face à des environnements externes si je suis déjà un petit peu émotionnellement fragile, ou comment naturellement je suis quelqu'un qui peut me créer de l'anxiété et donc je travaille sur mon anxiété qui est systématique, ou comment, tiens voilà, je ne m'étais pas préparé à ça, mais ce jour-là, il y a énormément de public, ou au contraire, je m'attendais s'il y a du public, il n'y a personne, et je traverse un moment compliqué, par exemple sur une fin de course à pied. Et donc, pour nous, c'est capital de travailler sur la préparation mentale sur ces deux items, externe, interne, puisque le but de la préparation mentale, ça va être énormément d'être capable d'anticiper. Alors, anticiper pourquoi? Anticiper pour être dans cette capacité de rester concentré, ce sur quoi on a la maîtrise. La météo, l'arbitre, mon adversaire, je ne le maîtrise pas. Les cyclistes qui ont fait le Paris-Roubaix l'année dernière, au mois d'octobre, ont eu un temps absolument catastrophique. Je crois que c'était le plus vilain temps qu'il ait jamais eu depuis plus de 20 ans sur cette édition, qui en plus avait lieu plutôt au mois d'octobre. Je ne peux pas lutter contre les éléments. Par contre, si je me concentre sur le choix de mon vélo, le choix de ma préparation, mentalement me préparer à la pluie, bien soigner mon ravitaillement, bien soigner les vêtements que je vais choisir, les vélos, bien choisir mes trajectoires, etc., j'ai plus de chances de positivement influer sur une situation qui va éviter la chute, qui va éviter, etc. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'anticiper tout ce qui pourrait se produire dans une course et de me concentrer sur ce que moi, je peux produire. Le reste m'échappe complètement. Et c'est d'autant plus important, hop, j'enlève ça, c'est d'autant plus important, comme nous le disions, que parfois,
malgré toute notre préparation, c'est l'illustration du Vendée Globe en haut à gauche, je ne veux pas chavirer, mais je sais que ça fait partie du jeu, je sais que ça fait partie des risques possibles, je sais même que malheureusement à chaque édition il y a ce type d'événement, eh bien je me suis préparé pour anticiper. Donc je me suis préparé à, si ça arrive, je sais quoi faire, je sais comment réagir, et puis je suis aussi préparé à accepter que si ça arrive, voilà, ça fait partie de la course, et peut-être que plutôt que de tomber dans une dépression ou ne pas m'en remettre, je vais plutôt vite rebondir, comme ça a été le cas du dernier navigateur, le dernier Vendée Globe, qui a chaviré, qui a été sauvé par le CAM. Et le lendemain du chavirage, ils étaient en train de trinquer avec de la cochonaille et puis un verre de vin rouge. On avait l'impression que les mecs, ils étaient en train de papoter et que 24 heures avant, il avait dessalé, il avait chaviré. Cette capacité d'accepter et donc de prendre les choses positivement sont forcément la conséquence d'une préparation mentale bien en amont. Et puis parfois, un peu comme Riner, qui lui rate l'opportunité de rentrer dans l'histoire comme le plus grand judoka de tous les temps. Il espérait la médaille d'or, 4e médaille d'or, au Japon, dans le Budo Stadium, qui est le temple du Japon en termes de judo. Voilà, il perd bêtement sur un contre. Il a finalement quand même la médaille de bronze, donc il arrive quand même à rebondir plutôt que de s'écrouler. Et puis, d'ailleurs, on sait ce qu'il a fait. Il a été le leader pour se remobiliser, emmener l'équipe de France, mixte par équipe, remporter le premier titre de champion olympique par équipe. Et devant qui? Le Japon. Donc, il fallait quand même une sacrée capacité à gérer ses émotions, à vite basculer, à vite switcher, comme on dit dans le jargon, et de se remobiliser pour être capable de rebondir positivement et d'aller chercher une fin de compétition très bonne, alors qu'individuellement, il était passé à côté de son objectif. Alors, maintenant qu'on a défini ce qu'était un peu la performance, et que la performance, vous voyez, on va pouvoir savoir sur quoi on peut agir, sur quoi on peut influer, et puis ce qui va complètement nous échapper, et on verra après que ça a un impact important. On a évoqué ensemble le stress. Qu'est-ce que le stress? Nous avons vu que le stress, finalement, nous, on appelle ça l'activation. Il y a parfois une mauvaise réputation sur le stress, on a parfois diabolisé ce mot stress dans les entreprises, au quotidien, mais finalement, on voit que sans stress, on n'est pas assez mobilisé, on n'est pas assez actif, on est trop mou. C'est l'étudiant qui arrive pas assez concentré à son devoir et passe à côté de son devoir. C'est le sportif qui rentre sur le terrain, et on le voit souvent dans les matchs de Coupe de France de football, par exemple, où quand une grosse équipe rencontre le petit Pousset, les petits Poussets, ils sont galvanisés, la grosse équipe, elle rentre un petit peu nonchalamment, elle passe à côté de son match. Et puis inversement, par contre, s'il y a trop de stress, là, ça devient nocif, ça nous fait paniquer, ça nous fait passer à côté là aussi de l'événement. On a pour mémoire Marie-Josée Perret qui tente un comeback au JO d'Athènes et qui, 3 jours avant la compétition, par excès de stress, panique complètement et s'enfuit, quitte la délégation et s'enfuit par la petite porte d'Athènes et donc ne remettra pas en jeu son titre. Et donc tout l'enjeu, ça va être de trouver ce juste milieu, ce qu'on appelle nous la ZOP, la zone optimale de performance, cette zone dans laquelle on est en confiance, motivé, on a du plaisir, les choses sont sous contrôle, et ça, d'un athlète à l'autre, d'un sportif à l'autre, on peut même dire d'une équipe aussi à l'autre, parce qu'on peut le voir dans les sports co, et c'est de trouver ce juste équilibre entre être sous-stressé, donc sous-activé, ou sur-stressé, et donc de suractivation. Et c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Donc forcément, quand on est en suractivité, on est dans de l'anxiété. Donc par rapport à un niveau d'objectif, on voit à gauche qu'on se fixe ou qu'on nous fixe, parfois on peut se rajouter cette forme de surpression. Et inversement, par rapport à ces objectifs et mes capacités à moi, on voit que quand j'ai beaucoup de capacités et que je me fixe peu d'objectifs, je peux vite tomber dans l'ennui. C'est l'équipe de D1 qui en Coupe de France rencontre une DH. On est très supérieur à eux. Nous, c'est pas forcément un match qui nous motive, même si on sait qu'il faut faire le job. Et parfois, on tombe dans l'ennui et c'est là où on est en danger. Inversement, on se met une pression terrible par rapport à nos capacités. Peut-être on surestime des objectifs parce qu'on se rajoute de la pression, soit parce que l'entraîneur nous le met, soit parce qu'on se rajoute par rapport à l'entraîneur ce qu'il nous donne. Et là, on tombe dans l'anxiété qui crée, elle aussi, donc de la suractivation. Et donc, tout ça, ça nous amène à ce qu'on appelle trouver le flow,
puisque cette zone d'optimisation performance précise, cette zone de bon équilibre entre le bon stress et le mauvais stress, entre pas assez ou trop, eh ben c'est ce qu'on appelle, nous, le flow. Le flow, c'est cette zone qui est cette zone qu'on va aller chercher progressivement, qui est une zone de fluidité et de bien-être. On va partir de fluidité et de bien-être souvent dans le monde amateur, et puis dans l'élite de performance, on va être dans la fluidité et la performance. Vous voyez que être en sérénité, être dans le plaisir et dans le bonheur de faire son activité, sentir qu'on maîtrise ce que l'on fait, c'est facile pour nous, on n'est pas en sur-régime, eh ben, ça crée de la confiance. Et petit à petit, on est capable de, par rapport à ça, à se fixer des défis, d'aller progressivement vers une prise de risque, toujours en contrôle total, et avec un niveau de perfectionnisme de plus en plus fort, avec la recherche d'efficacité maximale, mais vous voyez qu'il y a toujours cette notion de plaisir. C'est la fameuse vidéo de Floria Gay où elle est carrément dans cette zone. J'aime bien ce schéma parce que souvent, en début de saison, on a trop souvent envie d'être rapidement en fluidité de performance. Quand on commence une saison, on va gentiment se mettre en mouvement, on va gentiment, progressivement montrer nos objectifs par rapport à notre niveau de ressources, de forme, de compétences qui augmente. Et très souvent, au moment du pic, on va être là. Et trop souvent, on voit des athlètes, des sportifs qui, dès les premières compètes, sont sur des sur-objectifs, ils sont sur des allures trop rapides, ils veulent faire trop de dénivelé d'un coup, ils veulent faire trop de bornes sur le vélo d'un coup, ou avoir des kilométrages trop rapides, ou jouer un jeu pour un sport co trop élevé par rapport au niveau de conditions physiques, et c'est souvent là qu'on commence à avoir ces frustrations, ces émotions qui viennent être les interférences qui parasitent la mise en place des conditions pour faire la performance. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est ce que vous avez dit avec Olivier, c'est que certains vont venir chercher un équilibre entre la performance et leur vie de tous les jours, d'autres vont clairement venir chercher de l'optimisation de la performance. En tout cas, souvent, il nous est amené avec Olivier de se rendre compte qu'on travaille toujours sur les deux, parce que c'est trouver ce juste milieu entre l'optimisation de la performance et l'équilibre, le bien-être, l'écologie, entre guillemets, de l'athlète. Alors, les 4 outils qu'on a revisités ensemble pendant cet atelier, rappelle-toi, on a fait une mise en situation avec les balles de tennis et la corbeille pour vous sensibiliser justement à ce qu'était la fixation d'objectifs. La fixation d'objectifs, c'est quelque chose d'éminemment important. On commence par là. Si déjà on est sur une surfixation d'objectifs, on peut partir dès le début d'année avec un entraînement sur lequel on va se mettre trop de pression et on peut perdre de l'envie. Et on voit qu'il y a un enjeu entre confondre des objectifs de résultat et des objectifs de process, et que le sportif qui est bon mentalement, entre guillemets, a compris que pour atteindre son résultat, il faut se concentrer sur le process. Et rappelle-toi le slide tout à l'heure avec la zone de préoccupation, d'influence ou ma zone de contrôle. Plus on est sur sa zone de contrôle, plus on est sur ses objectifs de process, et plus on a de chances d'influer finalement sur sa performance au service d'un résultat. Et donc, les objectifs de résultat, ce sont des objectifs qui impliquent une comparaison avec des autres. C'est souvent l'objectif qui flatte notre ego, notre moi intérieur. L'ego, c'est pas positif, c'est ni négatif ni positif. Il faut un minimum d'ego pour être compétiteur. Par contre, trop d'ego fait qu'à un moment donné, je peux me retrouver rattrapé par une perte de confiance, un manque d'estime de moi, parce que je vais mettre trop de pression et je risque de me juger au travers de l'atteinte ou non d'un résultat, au sens je suis bon, je suis pas bon. D'accord ? Donc, par exemple, pour un sportif amateur comme nous sommes, moi, je suis là pour faire mieux que mon voisin au marathon. Je suis là pour faire mieux que mes copains à Montréal. C'est-à-dire que je vais calquer ma course sur l'autre. D'accord ? Bien évidemment, dans le sport de haut niveau, il n'y a qu'une médaille d'or. Il n'y a que 3 places sur le podium. Donc forcément, à un moment donné, il va y avoir un objectif de résultat. Attention, l'objectif de résultat, il ne faut pas le diaboliser. Il faut juste dire que si on ne se concentre que là-dessus, ça veut dire qu'en permanence, on se juge par rapport aux autres, on s'évalue par rapport aux autres, on fait sa course que par rapport aux autres. Des fois, ça fonctionne bien, et puis des fois, ça ne fonctionne pas bien. Il y a ce qu'on appelle les objectifs de performance. Rappelle-toi, on a vu les objectifs de performance, c'est que pour atteindre ces résultats, pour atteindre la médaille d'or, sur quoi je vais me concentrer ? Effectivement, je vais me concentrer sur mon allure,
Par exemple, si on parle d'un marathon, je vais me concentrer sur le nombre de dénivelés que je suis capable d'absorber progressivement au cours de la saison pour un trailer. Sur un triathlète, par exemple, on va parler d'allure natation, d'allure vélo, d'allure course à pied. Peut-être que certains vont rajouter des notions de poids, être au poids de forme au bon moment. Vous voyez, c'est que ça, cette performance, elle est un peu plus sous mon contrôle. Okay, c'est-à-dire que si je veux prétendre à la médaille d'or, ou si je veux prétendre faire courir le marathon que mon voisin, bah, si moi je fais du 3,52 au marathon et que lui est sur du 3,42, bon, bah, j'ai 10 secondes à aller chercher. Okay, donc 10 secondes à aller chercher, concrètement, ça veut dire que dans mes objectifs de performance, comment je fais en œuvre d'être capable d'être à un moment donné, au travers des SMI, des marathons, des courses de référence, d'être capable d'aller chercher cette allure. Et peut-être que cette allure, il va falloir que j'aille du coup perdre un petit peu de poids, parce que je suis pénalisé pour mon poids. Vous voyez le sujet? Et ça, c'est un peu plus sous mon contrôle. Mon voisin, je ne le contrôle pas. Par contre, moi, ma foulée, mon allure, mon poids, je peux un peu plus le contrôler. Mais pas à 100%. Voilà. Si malheureusement je suis dans une période très, 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 très stressée au boulot, bah, peut-être que ma prise de poids sera moins rapide que ce que j'avais imaginé. D'accord? Ce qui nous amène sur les objectifs de process, qui eux sont les objectifs du quoi faire, du comment. On est sur des objectifs qui sont liés à ce que je dois mettre en œuvre pour atteindre cet objectif de performance. Bah, puisqu'on parle de poids, eh ben, je vais mettre en place un rendez-vous avec le nutritionniste. Je vais me peser tous les dimanches matins. Je vais commencer à mettre en place un régime alimentaire plus précis. Je vais changer mon alimentation du petit déjeuner. Tiens, je vais mettre en place une stratégie de ration de récupération. Par rapport à mon allure course à pied, je vais mettre en place, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, je vais mettre un entraînement intensité, un entraînement récup, une sortie longue. Bref, je vais me concentrer sur ma technique, mes comportements, tout ce que je dois mettre en place pour y parvenir. C'est pour ça qu'on appelle ça des objectifs de maîtrise. Et très souvent, vous allez voir, donc vous allez entendre l'interview de Flora Gay, quand elle revient sur sa performance, vous allez voir qu'elle est que dans du processus. Elle est que du processus, que des processus. Et donc finalement, parce que je suis dans le processus, eh ben, si je me concentre sur ce que je peux faire, ce que je dois faire au bon moment, je me donne beaucoup plus de chances d'atteindre ma performance. Et si je mets en place ma performance, je me donne plus de chances de gagner. Maintenant, je peux, comme Simon, le témoignage de Simon, le triathlète qui fait 4e au Strongman, il explose ses records personnels sur le marathon, il explose son record personnel sur son meilleur temps Ironman, et pour autant, il finit 4e. D'accord, voilà. Donc, il n'a pas atteint son résultat d'être sur la boîte, mais par contre, il a fait une super perf, parce qu'il s'est concentré sur ce qu'il devait faire. D'accord. Ce qui veut dire que l'idéal, c'est de bien avoir des objectifs qui sont tous en cohérence les uns et les autres. Dans le sportif de haut niveau, c'est capital les objectifs de résultat. Peut-être que nous, amateurs, parfois, on va être plus sur des objectifs de performance. On va parler de temps global, on va parler de finisher, d'accord. C'est vrai que quand on se bat pour une place, pour un slot, pour le qualif d'Hawaï en triathlon, ou pour les points pour rentrer à l'UTMB, bah, on est obligé à un moment donné de se comparer aux autres. Mais là encore, le danger, ce serait de se concentrer que sur les objectifs de résultats et d'oublier ça. Et à l'inverse, si on n'est que sur du processus, sur l'objectif, bon, bah, on est juste dans le plaisir pour le plaisir, mais par contre, c'est sûr qu'on n'aura pas forcément la performance. Voilà. Ensuite, on a vu que l'impact ou l'importance de se parler positivement, c'est toutes les notions de dialogue interne que nous avons vues ensemble. Se parler positivement, simplement, sans jugement. Qu'est-ce que je me dis quand ça va bien? Rappelez-vous, le petit test qu'on a fait. Et puis, voilà, qu'est-ce que je me dis quand ça ne va pas dans une course? Et souvent, quand ça ne va pas dans une course, c'est là où on commence à se flageller. C'est là où on commence à se juger, à s'insulter. T'es con, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es vraiment un blaireau, mais tu fais comme d'hab, quoi. Tu vas encore te chier dessus, quoi. Non, mais t'es vraiment. Alors, parfois, on ne le dit pas avec des mots aussi crus, mais la pensée, elle est là. Et vous avez vu par le petit testing que notre cerveau, il capte tout. D'accord. Le cerveau, il a besoin d'une consigne claire. En fait, quand on a compris que le cerveau, il est simple dans son mode de fonctionnement. Il fait ce qu'on lui dit, tout simplement. Et on a vu qu'il ne comprenait pas le négatif. Alors, on a fait ce test ensemble. Ne pensez surtout pas à une voiture rouge. Et à quoi vous pensez? Forcément, tous ont pas une voiture rouge. D'accord. C'est un petit peu tarte à la crème. Si je vous dis par contre visualiser une voiture bleue, une voiture verte ou une Ferrari, tout de suite, on va orienter le cerveau sur quoi on a envie qu'il agisse. Et donc forcément, c'est beaucoup plus clair pour lui.
Et rappelez-vous, on a fait ce petit testing avec les bras où on est venu dire je m'appelle Roger, je m'appelle Jean-Louis. Ah, Jean-Louis, je ne m'appelle pas Jean-Louis. On a vu que très vite, le corps, il avait un temps de réaction qui était beaucoup plus direct et franc quand on était sur quelque chose qui faisait sens pour lui. D'accord. Donc, il y a une sorte de tonicité, une sorte de réaction musculaire qui est instantanée. Et inversement, quand ça ne fait pas sens pour lui parce que c'est du négatif, ou parce que du coup, ne pense surtout pas à un plafond vert alors que le plafond est rouge, il est un petit peu perdu. Et donc, encore, il a un temps de réaction qui fait que, il est moins en activité. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on voit que sur un départ de course, sur quelqu'un qui va faire sur les sports de combat, sur les sports de position, on voit bien que parfois, dans une fraction de seconde, en 2 secondes, tout peut se jouer. Moi, je suis persuadé que Teddy Riner, à ce moment-là, dans son dialogue interne, il y a un truc qui fait qu'il n'est pas suffisamment activé et il se fait attraper par le judoka qui le fait tomber. Voilà, donc le dialogue interne, c'est quoi? C'est une petite voix intérieure qui nous parle, consciemment ou inconsciemment. On a du mal parfois à accepter qu'on se parle mal, on a du mal parfois à accepter à dire aux autres que voilà, non, mais moi ça va, je suis positif. Et parfois, on n'entend pas ces petites voix ou ces impressions, ou parfois, c'est pas une petite voix, ça peut être un feeling, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous a invité à partager pour être conscient de est-ce que je me parle positivement, et quand je me parle positivement, est-ce que je me dis des choses, et qu'est-ce que je me dis, d'accord? Et ça, je vais habituer mon cerveau à prendre l'habitude de dire ces mots-là, tu peux être fier de toi, bravo, t'es bon, t'es costaud, voilà. Ou inversement, est-ce que des fois, je vais avoir tendance à avoir aussi un discours négatif, et quel est mon discours négatif à moi? Et chacun d'entre nous a ses propres mots qui ont souvent une signification par rapport à notre propre histoire. Alors, voilà en quelques termes, éviter les mots négatifs, difficile, compliqué, c'est dur, c'est pas facile, vous voyez, c'est des mots qui sont un peu négatifs. Donc, le cerveau, il va comprendre que voilà, je ne sais pas si je vais réussir, ouais, c'est difficile, ouais, peut-être, compliqué quand même, ouais. Et vous allez voir que quand on écoute les gens, quand on s'écoute même, on se parasite de tous ces petits mots. Je suis sûr que si vous êtes en entreprise ou au milieu professionnel, vous allez voir que quand on écoute les gens, très souvent, c'est je vais essayer, je suis pas sûr, compliqué, bon, ouais, on va faire ce qu'on peut, hein. Vous voyez, tous ces petits mots-là, le cerveau, il a compris que, ok, il a déjà compris que ça n'était pas la peine d'aller plus loin. Hein. On a vu qu'il n'aime pas les mots avec des tournures négatives. Pour lui, c'est un non-sens. J'ai pas le temps. Non, je décide de prendre le temps. Voilà. Ne pense pas à une voiture verte, pense à une voiture rouge. Ne regarde pas tes adversaires, fais ta course. Okay. Et puis les mots qui mettent de la pression et qui mettent de la surpression. Il faut, je dois faire cet entraînement parce que sinon je vais décevoir mon entraîneur. Non, ce soir je suis crevé, je suis rincé. Donc c'est pas je dois faire mon entraînement. C'est ce soir je vais à l'entraînement, je suis fatigué, je vais donner le meilleur de moi-même et je vais faire ce que je me sens en capacité de faire. Mais je vais quand même le faire. Vous voyez, c'est pas la même chose. J'insiste parce que le cerveau, il veut pas non plus du positif pour du positif. Hein. C'est pas du béni oui, c'est pas je vais bien, tout va bien. Comme disait Danny Boone, il a vite compris ça, que ça soit des fous. D'accord. C'est pour ça que ces petites nuances de langage, mais sentir qu'il y a une vraie volonté d'aller à l'entraînement, que ce soir je suis fatigué, je vais donner le meilleur de moi-même et je vais voir ce que je peux faire, c'est différent de dire non, mais faut à tout prix que j'y aille, je vais souffrir, mais parce que si je fais pas l'entraînement, je peux pas, si je fais décevoir l'entraîneur. Non, je peux ne pas aller à l'entraînement et ne pas culpabiliser parce que je suis fatigué. Et bon, voilà, je vais aller à l'entraînement, je suis fatigué, je vais faire le meilleur de moi-même, et voilà, et l'entraîneur, il jugera ce qu'il jugera. Ok. Pardon. Voilà, et donc après, on a fait ce travail de discours interne en vous faisant travailler sur vos mots à vous, qui pouvaient être des mots plus positifs que peut-être ces petites voix, ces petits mots qui, comme des petites gouttes d'eau, vous savez, viennent marquer la pierre, un petit peu mettre des fêlures dans notre mental. Voilà, après on a vu c'était important justement en lien avec ce stress d'être capable de reprendre le contrôle sur son sous-stress et son sur-stress. On appelle ça gérer l'activation, et que pour ça, il y avait un outil génial qui s'appelait la respiration, reprendre le contrôle sur sa respiration
pour reprendre la main sur son activation. Je suis capable de me réactiver pour me préparer à l'échéance, au combat, au début d'une course, et inversement, je suis capable de me désactiver, de me sous-activer pour récupérer, éviter de brûler de l'énergie. Et pour ça, on a vu qu'il y avait un outil qui était génial, qui était la respiration, qu'on pouvait utiliser nos poumons, mais le ventre, et qu'il y a un outil qui s'appelle le diaphragme, qui permet en descendant le diaphragme par l'inspiration, nous permet d'injecter de l'air, et inversement, par l'expiration, de sortir. D'accord ? Et quand on sort du ventre de maman, eh bien, on est parfaitement équilibré entre l'inspire et l'expire. Et puis avec le temps, on a peut-être une tendance à être plutôt sur l'inspire ou sur l'expire. Les gens qui sont plutôt sur l'inspiration sont souvent des gens qui activent ce qu'on appelle le système sympathique, c'est-à-dire qu'on a tendance à se mettre un petit peu en activation. D'accord ? Donc si je veux inspirer, si je veux m'activer, je vais plutôt travailler sur une inspiration plutôt haute, en privilégiant le thorax, et inversement, si je veux plutôt être dans un relâchement, dans un côté cool, dans un côté zen, je vais plutôt travailler sur une inspiration-expiration abdominale. Donc, thoracique, les poumons se gonflent, on dynamise, on active le système sympathique. C'est comme si je voulais lâcher les chevaux, c'est j'accélère dans ma voiture. Et inversement, quand on veut passer sur du ventral, le ventre va plutôt travailler sur du ventre qui se gonfle et qui se gonfle, et là, on va plutôt aller chercher du calme. On va aller mobiliser ce qu'on appelle le parasympathique. Et on l'a vu ensemble dans l'exercice, que peut-être que sans me rendre compte de temps en temps, si je checkais ma respiration, j'étais plutôt sur du thoracique. L'autre était plutôt sur de l'abdominal. Trop sur l'abdominal, je vais peut-être falloir que j'apprenne à plus m'activer par du thoracique. C'est par exemple ce que je fais moi avant un départ en course, en natation sur le triathlon. Je suis plutôt quelqu'un qui a du parasympathique, donc je suis plutôt à être privé d'expiration. Moi, 15 secondes avant le départ de natation, je fais un petit exercice respiratoire pour m'activer, pour me chauffer, parce que sinon je peux partir un petit peu trop mou, d'accord ? Et puis pareil, sur une natation, on va vite mettre beaucoup de coups de brasse. On va vraiment faire un peu sprint pour se placer et sortir un peu du paquet. Puis après, je vais repasser sur une respiration plus ventrale, plus cool. C'est pareil. Sur un départ de trail, on va peut-être aller vite parce que le premier goulet, ça va être serré pour monter. Donc, je vais activer pour être très, très, très près, très vite. Et après, par contre, je vais aller rechercher une respiration plus ventrale pour être en capacité de faire baisser mon rythme cardiaque, de faire baisser du coup mon cycle ventilatoire et retrouver plus de calme. Et cet exercice sur la respiration il est d'autant plus important, rappelez-vous, on vous a invité avec Olivier à réfléchir à quel moment dans une course vous pouviez basculer de l'une à l'autre. Moi, je viens de vous donner quelques exemples, mais ce trait de la respiration, il est capital parce que c'est le prérequis pour être capable d'avoir du relâchement. Et le relâchement, c'est quoi ? C'est être capable de relâcher les muscles. Et quand on fait un travail de relâchement musculaire, on s'est rendu compte qu'au fait, on arrive aussi à détendre le mental. D'accord ? Peut-être dans un autre atelier, on vous proposera des exercices spécifiques de relaxation, où on va chercher cette détente mentale par la détente musculaire. Et donc, dans notre activité sportive, pareil, sur un Ironman, sur un half, sur un marathon, sur un ultra-trail, on va avoir besoin de temps en temps d'aller se relâcher musculairement. Parfois, on le fait juste pour se détendre musculairement, mais on sous-estime que, au contraire, en faisant ce relâchement musculaire, on agit aussi sur une détente mentale. Et quand on fait de l'endurance et de l'ultra, chaque once d'énergie qui est économisée, c'est ce qui nous permet de garder la fraîcheur, la lucidité, d'avoir la technique qui reste bien en place dans les derniers instants de la course. Et c'est capital quand on fait de longue distance. Et donc, je crois que c'est Olivier qui nous a très très bien expliqué qu'on avait effectivement différentes zones cérébrales en fonction qu'on soit éveillé, qu'on soit calme, relâché, qu'on soit en début de relaxation, méditation ou dans le sommeil profond. D'accord ? D'où l'importance, vous avez vu les zones delta ici en bas à gauche vert, de soigner son temps de sommeil, parce que quand on fait le sommeil, c'est le meilleur récupérateur. Alors, ceux qui font du trail savent que c'est important de savoir peut-être de temps en temps aller faire des micro-siestes ou d'aller chercher un petit peu ce temps de sieste pour être dans ces ondes pour pouvoir se relâcher. Mais quand je suis sur une course à vélo
par exemple en triathlon, je peux très bien aussi de temps en temps voilà, me mettre en état de respiration, de relâchement et de relaxation musculaire avec l'exercice qu'on vous a montré, pour être en possibilité de dire voilà, je me relâche et donc je me détends. Certains en course à pied sont même maintenant capables d'être en état méditatif. Je me concentre sur ma respiration, je me concentre sur les odeurs, je me concentre sur la vue, et le simple fait de faire ça évite à mon mental de cogiter. Et ben, c'est quelques énergies de pulsations qui sont économisées, et ça, en fin de course, ça peut avoir énormément d'impact. D'accord ? Voilà ce que, très rapidement, le résumé de l'atelier, dont tu trouveras le fichier à télécharger juste en dessous. D'accord ? C'est un fichier PDF qui reprend ces différents éléments. Tu vas recevoir prochainement dans ta boîte mail une invitation à faire ton autodiagnostic et de faire la restitution d'une de tes courses, parce qu'avec Olivier, comme on te l'a proposé, on vous propose de faire ce mini-diagnostic au travers d'une séance individuelle de 30 minutes. Ça se fait en visio, hein, parce que voilà, si jamais tu avais envie d'aller plus loin en prépa mentale, que ce soit en individuel ou en collectif dans nos ateliers, tu vois que on t'a présenté là ce qui était un protocole de préparation mentale. Il y a toujours une prise de contact, hein, et ensemble une analyse de la situation et de l'enjeu. Puis sinon, après, on fait ce qu'on appelle un test, croisé avec des entretiens, où on détermine ce qu'on appelle des hypothèses et des diagnostics. Est-ce qu'on est sur de l'activation? Est-ce qu'on est sur de la gestion du stress? Est-ce qu'on est sur de la confiance en soi? Bref, il y a plein d'hypothèses diagnostiques possibles pour qu'on puisse soit construire un plan d'entraînement sur mesure, ça c'est l'autoroute, ou alors de te dire, voilà, nous on va te faire un calendrier d'ateliers qui vont avoir lieu pendant l'année. Ça sera intéressant, tu vas te voir celui-là, parce que ces 3 ateliers-là, ils vont te permettre de travailler sur ce qui spécifiquement est ta zone de travail sur le mental, d'accord ? Ce qu'on appelle la planification des entraînements, et ça finit toujours par une phase d'évaluation et de bilan. Et donc, ce qu'on te propose effectivement, c'est gratuitement, hein, c'est d'avoir ce test avec nous, ce diagnostic. Donc, tu vois, tu trouveras dans le mail, on te mettra à disposition donc un tableur Excel qui te permettra de définir ou d'avoir une idée sur déjà, peut-être sans t'en rendre compte, des stratégies mentales que tu utilises dans ta pratique. On parle d'activation, on parle de relaxation, on parle d'imagerie, on parle de fixation d'objectifs. Donc, tu vois qu'on a déjà abordé avec toi un certain nombre de sujets qui sont autour de ça. Hein. Le discours interne, on en a parlé. On parle aussi de contrôle émotionnel, de pensée négative. Donc, tu vois, entre les pensées négatives et discours interne, c'est tout le sujet dont on a parlé avec vous. Et puis, ce qu'on appelle l'automaticité, c'est cette fameuse fluidité. C'est cette fluidité qui fait qu'en fin de course, on a gardé cette énergie, cette capacité à rester le plus longtemps possible en réserve d'énergie, et donc en capacité de délivrer la bonne technique, la bonne tactique, de rester lucide. D'accord ? Et tu vois qu'en fonction des individus, il y a des choses qu'on fait déjà en compétition et qu'on fait plus ou moins à l'entraînement. Ce qui nous donne justement une capacité de dire, voilà, si tu travailles ça à l'entraînement en plus, que tu fais déjà bien en compétition, tu vas encore augmenter ton seuil. Voilà, ok. Et tu verras dans la petite vidéo, on te propose une vidéo, un tuto, on te propose aussi un tableau de recueil d'une expérience, alors réussie ou en difficulté. Ta dernière course, souvent c'est très intéressant, ça nous permet de regarder ce qui s'est bien passé, puis aussi les moments où il y a eu des doutes. Donc c'est d'identifier les moments précis, hein, ça peut être avant, pendant et après. On te demande d'évaluer ton niveau d'activation, donc ton niveau de surstress, de sous-stress ou de bon stress. Quels étaient les comportements qui étaient visibles à ce moment-là? Si tu avais un ressenti de certaines émotions ou de certains sentiments à ce moment-là, et puis peut-être te souviens-tu d'avoir un dialogue interne, des pensées spécifiques. Voilà. Et avec ce recueil, en lien avec le questionnaire juste ici, on arrive à établir un premier diagnostic de travail de préparation mentale. Voilà, écoute, avec Olivier, on te redit encore un grand merci pour le temps qu'on a passé tous ensemble. N'hésite pas à nous donner de tes nouvelles. Tu verras que dans la plateforme, tu as une petite vidéo d'introduction
qui t'explique justement comment converser avec nous par la plateforme, ou plus simplement, tu prends nos mails ou nos SMS, on sera ravis d'avoir régulièrement de tes nouvelles. Voilà, bonne fin de journée, bon entraînement, bonne préparation mentale et à très bientôt. Bye bye.